Mon nom est Martin Coiteux et vous écoutez Éclairage, le balado de HEC Montréal qui veut démystifier les enjeux au cœur des débats citoyens. C'est globalement qu'il faut regarder parce que l'impact puis les limites qu'on doit composer avec, c'est les limites biophysiques. Fait que dans le fond, il faut trouver une façon de créer de la richesse à l'intérieur d'un cadre qu'on est tout imposé parce qu'on vit sur une planète qui a des limites. Il faut que ça fasse du sens de générer de la richesse à l'intérieur de ça. Alors, c'est certainement un euphémisme que de dire que l'année 2025 n'a pas été un grand cru en matière de lutte au changement climatique. Évidemment, il y a eu l'arrivée de Donald Trump pour une seconde fois au pouvoir. Déjà, en soi, ça laissait entendre qu'il y aurait un certain recul dans les efforts liés notamment à la lutte au changement climatique. Il y a eu des reculs dans d'autres choses aussi. Mais compte tenu de l'importance des États-Unis dans l'économie mondiale, un recul des États-Unis, c'est un recul pour l'ensemble de la planète parce que leur impact sur la planète est très grand. Mais il y a eu un autre impact de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, c'est que Donald Trump s'est mis à attaquer de différentes manières, notamment sur le plan commercial, les pays qui normalement se considéraient comme des alliés. Et ça a fait en sorte qu'un peu partout sur la planète, mais notamment chez nous, au Canada, au Québec, il semblerait que nos gouvernements ont changé l'ordre de leurs priorités. Et c'est comme si, tout d'un coup, ce lien entre l'économie et la transition énergétique semblait moins important, moins urgent pour nos gouvernements, semble-t-il. Malgré tout, et on le sait, le dérèglement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre, lui, se rit bien de la politique. Il continue malheureusement inexorablement. Alors, mon invitée dans cet épisode, elle n'est vraiment pas du genre à baisser les bras. Joanne Whitmore est chercheuse principale à la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal et ses recherches portent justement sur l'efficacité des mesures à mettre en œuvre pour réaliser la transition énergétique et la décarbonation des économies. Elle n'est pas non plus, puis je pense que ça va nous tenir occupés dans cette entrevue, elle n'est pas non plus du genre à opposer économie et environnement. Pour elle, les deux vont ensemble. Et elle, justement, elle cherche à proposer des modèles qui intègrent les deux dimensions. Alors justement, au moment où la détermination semble fléchir chez ceux et celles qui nous gouvernent, j'ai pensé que terminer l'année pour discuter de ces questions-là avec Joanne Whitmore était la chose à faire. Merci beaucoup, Joanne, d'accepter notre invitation. Merci. Alors, Joanne, je commencerai par une question que j'ai l'habitude de poser presque toujours à nos invités. J'aime ça que nos invités nous parlent de leur parcours. Alors, tu es à la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal, mais tu as fait plein de choses avant. Tu t'intéresses à la transition énergétique. Raconte-nous un peu ton parcours, ce qui t'a mené là. À l'origine, je suis en fait plus orientée vers les sciences physiques. Donc, j'ai étudié en géographie physique avec une spécialité en sciences climatiques. Donc, pour moi, je faisais un travail de modélisation, mais c'était à partir de paramètres puis de variables qui étaient ancrés dedans des limites biophysiques. Puis, évidemment, à cette époque-là, il y avait déjà toutes les discussions de Kyoto, là, qui était l'avant-curseur de ce qu'aujourd'hui, on fait souvent référence à l'entente internationale de l'accord de Paris. Kyoto, c'était comme la première version. Oui. Et donc, moi, j'ai comme évolué dans ça. Donc, avec ma sensibilité comme scientifique, puis après ça, comme par rapport au climat, je voyais que je pouvais pas juste continuer à travailler dans ce domaine-là pour aller chercher une précision par rapport à l'augmentation des températures. On le savait même déjà au début des années 2000, fin 1990, que c'était une tendance qui allait juste aller de façon croissante. Donc, plutôt que poursuivre des études dans le domaine, je suis tout de suite allée travailler pour essayer de travailler sur les solutions à l'échelle des politiques puis économiques, parce qu'à la fin de la journée, l'enjeu des problèmes climatiques, c'est un enjeu par rapport à comment on consomme, qu'est-ce qu'on consomme, donc des hydrocarbures, puis après les décisions politiques qu'on va mettre en place pour pouvoir mieux limiter les impacts
ces tendances-là. Donc, j'ai commencé à travailler tout de suite dans d'autres types de modèles qui étaient finalement des modèles économiques avec les marchés du carbone parce que c'était perçu comme étant la solution la plus logique pour pouvoir minimiser l'impact parce qu'on a tendance à externaliser les coûts du carbone dans les modèles économiques. Donc, je voyais ça comme étant positif. Tu avais le fédéral à l'époque qui voulait mettre un marché carbone national. Tu avais beaucoup de provinces qui étaient d'accord. Donc, j'ai travaillé dans cette lignée-là. Puis, tranquillement, avec des instituts qui s'appelait l'Institut du Pembina, qui est basé en Alberta. Puis, tranquillement, j'ai évolué vers HEC, donc l'École des hautes études, parce que, ultimement, c'est un enjeu de modèle économique puis de modèle d'affaires. Donc, plusieurs ces travaux que j'avais faits demeuraient extrêmement pertinents puis aussi avec une approche plus scientifique qu'idéologique pour tenter de trouver des solutions qui peuvent fonctionner avec les gouvernements puis les gens d'affaires. Et ton rôle en particulier à la chaire, c'est quoi? Le titre très large, c'est qu'on regarde en fait c'est quoi les approches systémiques à l'énergie, parce que l'énergie c'est un système. Tu as quelque chose qui rentre puis tu as quelque chose qui sort. C'est un peu comme la comptabilité. Fait que dans le fond, qu'on le regarde à une échelle macro d'une économie à l'échelle d'un pays ou bien d'une usine, on peut essayer de voir c'est quoi les différents systèmes qu'on doit changer, qu'est-ce qui rentre, comment est-ce qu'on peut réutiliser l'énergie pour avoir à la fin un gain positif tant environnemental que économique. Donc, peu importe l'échelle, fait que je peux pas vous dire que je spécialise, mettons, dans le transport ou dans le bâtiment. En fait, selon les besoins ou en tout cas les champs d'intérêt qu'on avance puis les priorités, on a cette flexibilité-là puis cette expertise-là pour aller de différentes échelles puis différents sujets. D'accord. Tu viens de parler de l'accord de Kyoto, qui a été un précurseur important à un autre accord dont on parle régulièrement, qui est l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est 2015. Et l'accord de Paris engageait les pays à faire les gestes nécessaires pour éviter que le réchauffement climatique à l'horizon 2050 ne dépasse pas 2%, là, mais la cible, c'était plutôt 1,5 degrés Celsius, que ça dépasse pas 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Est-ce que c'est encore atteignable? C'est quoi l'état des lieux là, en matière de trajectoire de réchauffement climatique compte tenu de ce qui s'est fait, de ce qui se fait et surtout peut-être de ce qui ne se fait pas? L'accord de Paris, c'était plus un engagement à mon sens, qui était symbolique, parce que contrairement à l'accord de Kyoto, il y avait des contraintes financières, puis il y avait des contraintes aussi par rapport au marché. Donc, si un pays atteignait pas les objectifs qui s'étaient fixés, il y avait des pénalités. Là, avec les accords de plus en plus, donc aussi la dernière rencontre qui a eu lieu au Brésil, ça devient toujours plus ambigu avec moins d'engagement, au point même où ce qu'on mentionne même pas le mot hydrocarbures ou fossiles. Donc, pour moi, malheureusement, depuis, ça avait un rôle, toutes ces ententes-là, mais aujourd'hui, c'est plus symbolique pour donner un peu la possibilité au pays de se rappeler, dans le fond, de l'ampleur des enjeux, de qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place pour atteindre. Mais on va pas, c'est clair, scientifiquement, on peut pas atteindre une cible, un engagement qui va faire en sorte qu'on va pas dépasser 1,5. C'est juste pas possible. On s'en va au-delà de ça. On s'en va au-delà de ça. Ouais. Fait que là, on est en train de faire une expérience un peu aléatoire, là, c'est la planète entière qu'on est en train de faire une expérience. On ne sait pas ce que ça va donner. Il va y avoir des gens qui vont avoir beaucoup de pertes. Il va y avoir, d'un point de vue économique, santé, feux de forêt, tout ça, là, on s'en va vers, toute notre agriculture dépend d'avoir des constances en termes climatiques pour pouvoir, année après année, avoir la productivité à rechercher. Tous ces trucs-là, c'est en train de changer. On s'en rend pas compte. Mais pour moi, malheureusement, on est déjà au-delà d'un seuil qui limiterait le danger. Le danger. Le danger. Ouais. Alors donc, il n'y a pas de sanctions. Il y en avait à Kyoto. J'imagine que ça n'a pas été appliqué, mais depuis lors, c'est une question de bonne volonté seulement. Ouais. Donc, il y en a qui ont une meilleure volonté, qui ont plus de volonté que d'autres. Lorsque tu regardes la situation internationale, est-ce qu'il y en a des bons élèves? Est-ce qu'il y en a eu des bons élèves? Qui sont les bons élèves
en matière de lutte au changement climatique? Quels sont les pays qui ont véritablement fait des efforts significatifs qui portent fruit là, chez eux avec un impact sur le reste de la planète? Ben, je pense que l'Europe, ils l'ont pris beaucoup plus au sérieux parce que, en plus, qu'ils sont vraiment impactés par les changements climatiques. Eux, la température moyenne là, est en train d'augmenter. Il y a des endroits qui s'en viennent désertiques par rapport à l'eau. Je veux dire, juste la Suisse sont en train de perdre essentiellement tous leurs glaciers. C'est des choses que tu peux plus revenir en arrière. Là. Une fois que c'est fini, puis ça va créer toutes sortes de problèmes sociaux, sociologiques, des migrations. Donc, pour l'Europe, je pense que c'est déjà assez compris, mais ça reste qu'à la fin de la journée, puis je dirais l'Allemagne particulièrement parce qu'ils ont eu surtout, mais je dis pas que c'est nécessairement pour des bonnes raisons ou pour l'environnement, ils ont essentiellement la Russie à côté d'eux qui ont décidé, oui. qui a décidé de créer une guerre avec l'Ukraine et donc la façon de se départir de tout ce jeu géopolitique là, c'était de cesser de consommer du gaz le plus possible provenant de la Russie, mais c'était pas comme on veut faire un geste écologique, c'est parce qu'ils voulaient pas finalement se retrouver pris sous le joug de la Russie. Donc, l'Europe a eu d'autres enjeux qui les a poussés finalement à prendre des décisions pour reculer sur leur dépendance de combustibles fossiles, ce qui n'est pas le cas du Canada, c'est pas le cas des États-Unis parce que nous, on est des producteurs d'hydrocarbures, de gaz, de pétrole. On en a plus, en fait, qu'on a de besoin. Nous, ce qu'on veut, c'est l'exporter. Fait qu'on n'est pas dans la même dynamique que des pays comme l'Europe. T'as peut-être la Chine aussi qui a beaucoup progressé quand on regarde, en fait, la part des énergies renouvelables. Mais en même temps, ils développent toutes, eux, parce que sont dans une croissance fulgurante de leurs économies pour, justement, en fait, exporter vers des pays comme nous qui consommons beaucoup plus. Les technologies qui sont nécessaires. Pas juste la technologie. Ouais. Je veux dire, à chaque fois que tu vas dans un roi du dollar chez Walmart, la plupart des choses, c'est fait en Chine. Fait qu'ils ont... Mais en même temps, ils font des panneaux solaires, ils font des pales d'éoliennes. Fait qu'à la fin de la journée, c'est est-ce que le bilan net il est positif? Puis aussi, ils ont des véritables problèmes de pollution par rapport à la santé, à la qualité de l'air, de l'eau. Donc, ils n'ont pas le choix aussi, d'un point de vue économique, de s'assurer de minimiser ça parce que ça devient à un moment donné contre-productif. Donc, mais je veux dire, bon, la Chine, l'Europe, mais est-ce qu'on les fait pour les bonnes raisons? Je ne sais pas. Alors, des fois, même avec des raisons qui ne sont pas les meilleures des raisons, si ça fait le travail, c'est quand même positif là, du point de vue de la transition énergétique, mais c'est probablement encore là aussi insuffisant. Ben, le problème, c'est que le modèle économique qu'on utilise, c'est le même qu'on utilisait il y a peut-être dans les années 50 et avant. Puis ce modèle-là, il était peut-être très pratique parce que ça simplifie un peu la façon qu'on fait des échanges dans la société, soit entre nous ou bien entre différents pays, mais ça tenait pas assez bien compte des impacts que ce modèle-là pouvait causer en externalisant des coûts sociaux, par exemple, dans la main-d'œuvre, dans l'exploitation des ressources, les problèmes environnementaux. Fait que le modèle, il est désuet. Puis on peine à pouvoir trouver des nouveaux indicateurs qui vont permettre en fait de combler ces manquements-là dans la façon qu'on fait des prises de décision dans les modèles économiques utilisés par le gouvernement ou les entreprises. On reste encore dans des modèles très simplifiés parce que c'est comme sécurisant, pas trop compliqué, pas trop de chiffres. Mais à la fin, c'est que tout ce que t'écartes, ben c'est ce qu'on est en train de finalement de récupérer par des fonds publics pour tenter de réparer, si on veut, les erreurs que ces modèles-là continuent à perpétuer dans le temps. J'y arrive avec toi sur la question des modèles économiques, mais je veux juste prendre un tout petit peu pas de recul pour nous situer, nous, dans les grands efforts qui se sont faits ou qui ne se sont pas faits à l'échelle mondiale, le Canada, le Québec. Il me semble avoir lu récemment qu'il y a eu quand même un peu de progrès chez nous, c'est-à-dire que les émissions par dollar de PIB ou par unité de production, peu importe quel indicateur on va utiliser, là, semble-t-il, ont diminué dans le temps. Mais ça me fait un peu penser à la question d'efficacité des véhicules à essence. Hein. À travers le temps, la consommation d'un véhicule à essence typique, elle a diminué. C'est-à-dire on fait plus de kilomètres par litre d'essence.
Mais il y a eu une explosion du parc automobile en même temps, puis une utilisation accrue de l'automobile. Donc, globalement, il n'y a pas eu nécessairement une réduction des émissions qui a été liée à cette efficacité accrue. Alors nous, est-ce qu'on a fait du vrai progrès ou ces progrès sont un peu plus semblables à ce qu'on a vu avec, à une autre époque peut-être, avec les véhicules automobiles? Du Québec, si on s'en tient au Québec, ils ont diminué quand même un peu là, par rapport à 1990. Mais le problème, c'est que, comme vous t'expliquais, c'est qu'on regarde souvent c'est quoi l'amélioration par rapport à l'unité, soit de production, soit par rapport à habitants, soit par dollar de PIB. Mais c'est globalement qu'il faut regarder parce que l'impact puis les limites qu'on doit composer avec, c'est les limites biophysiques. Fait que dans le fond, il faut trouver une façon de créer de la richesse à l'intérieur d'un cadre qu'on est tout imposé parce qu'on vit sur une planète qui a des limites. Il faut que ça fasse du sens de générer de la richesse à l'intérieur de ça. Fait qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut pas espérer à une croissance à l'infini qui est basée sur un modèle linéaire où tu vas extraire, tu vas produire, tu vas après ça consommer, puis après tu vas jeter, puis tu vas recommencer la boucle. Ce qu'il faut, c'est trouver une façon, comme peut-être dans les systèmes naturels ou même notre corps va être très efficace pour essayer, OK, c'est quoi le moins de ressources, le moins d'efforts qu'on a besoin pour aller chercher le maximum de richesse ou de gains qu'on va aller chercher là-dedans, que ça soit du service, que ça soit un revenu, etc., un profit. On n'a pas encore intégré cette approche-là. Puis c'est là que tu commences à avoir des indicateurs plus intéressants par rapport à c'est quoi la productivité par rapport aux ressources. Donc ça veut dire combien de richesse par unité d'énergie ou par, je sais pas, volume ou tonne de matière dans les mines, par exemple, tu vas extraire, ou d'eau, litres d'eau que tu vas utiliser. Fait que là, tu commences à dire, OK, peut-être qu'on peut en consommer moins pour aller chercher plus de richesse, mais on n'a pas encore cette approche-là parce que, on a encore un modèle où ça coûte tellement peu cher d'aller extraire de la nouvelle matière ou d'utiliser l'énergie, surtout au Québec, qui coûte très peu cher comparé à nos voisins, que c'est comme on peut se permettre de gaspiller finalement. Mais il y a un grand défi, du moins tout le monde le saisit, ce défi-là, je crois. Auparavant, lorsque l'évolution de l'utilisation de l'énergie là, dans nos sociétés, c'était toujours une nouvelle source d'énergie qui s'ajoutait aux sources d'énergie qui existaient auparavant. D'accord? Alors que là, dans la transition énergétique, il va falloir soustraire des énergies qu'on utilisait, les énergies fossiles. Et comment on peut faire ça alors que la société continue de vouloir plus et plus et plus de choses, donc de la croissance, autrement dit, que ce soit du côté c'est pas seulement les entreprises privées qui veulent de la croissance, les ménages veulent de la croissance, les gouvernements veulent de la croissance. Est-ce qu'on est capable de réconcilier ces deux choses-là? Pourquoi je pose la question? Il y a une nouvelle consultation ici au Québec qui a été amorcée par le nouveau ministre de l'Environnement. Et dans la préparation de ces consultations-là, il a donné un certain nombre d'entrevues. Et il semblait, du moins c'est ce que moi j'ai compris de son discours, il semblait dire, écoutez, si on maintient les mêmes cibles, il va falloir renoncer à de la croissance économique, on ne peut pas faire les deux. Toi, tu ne crois pas à ça, cette opposition. Il n'y a pas de dilemme pour toi. C'est pas une question de croire, c'est que tu as un modèle qui génère cette opposition-là ou sinon, il faut imaginer un nouveau modèle qui le fait pas. Donc, c'est pas moi qui... c'est que pour l'instant, même à HEC encore, quand tu vas dans les premières, les cours de première année, on va vous enseigner que le développement durable, c'est essentiellement 3 cercles. Tu vas voir où il y a une intersection entre économie, environnement, puis société, puis c'est comme l'espèce d'équilibre entre les deux, le croisement, les 3 cercles. Ça s'enseigne encore aujourd'hui. C'est ça comme une intersection. Une intersection. Mais ça fait à la fin que c'est l'art du compromis. Comment, OK, on va te chercher un peu plus d'économie, un peu plus. Puis il y en a toujours un qui finit, puis c'est souvent l'environnement, ou dans certains pays, ça va être plus au niveau de la société, les travailleurs, par exemple. Fait que, l'environnement finit toujours selon les valeurs qu'on accorde dans notre société. Puis ici, c'est beaucoup dominé par une approche néolibérale, commerciale, justement de la façon qu'on va créer, quelque chose vaut quelque chose selon le prix que ça vaut, pas
le service que ça amène, le bonheur que ça peut amener. On a qualifié, on a décidé que qu'est-ce qui porte une valeur, ça a un montant d'argent dessus. Mais si tu veux recréer une société qui va pouvoir se régénérer puis va être disponible de façon plus équitable à travers les générations, mais ton point de départ, il faut qu'il soit différent quand tu vas prendre tes décisions. Puis c'est là que plutôt qu'avoir tes 3 cercles où tu vas faire un compromis, ben tu vas plutôt comme te dire, ben c'est pas quelles énergies, par exemple, qui vont faire en sorte que je vais avoir le moins de pénalités environnementales. C'est plutôt quel modèle économique va faire en sorte que ça peut s'accorder avec les différentes sources d'énergie qui existent, surtout celles vers lesquelles on veut migrer, qui sont renouvelables. Ça veut dire que tes sources d'énergie, parce que c'est une grande différence que souvent est sous-estimée, c'est que les énergies fossiles comme le pétrole puis le charbon, c'est extraordinaire. Ça a une performance puis un rendement énergétique comme on n'a jamais pu imaginer. Je veux dire, on a pu remplacer, à l'époque égyptienne, là, il y avait eu du pétrole, il n'y aurait pas eu besoin des milliers d'esclaves. Il aurait pu très bien faire ça avec du pétrole pour remplacer toute cette main-d'œuvre-là. Fait que d'une certaine manière, les énergies, ça nous a libérés d'une main-d'œuvre esclavagiste, un peu qu'on avait. Mais en revanche, là, c'est que ça devient, on a créé un modèle, on en a tellement utilisé pour produire des nouveautés, de créer des nouveaux besoins qu'on n'avait peut-être pas avant, que ça l'a jamais ça l'a jamais diminué. Ça a juste comme notre société, s'est juste plus matérialisé finalement avec. Fait que là, on est rendu à un point où on n'avait pas prévu les conséquences polluantes qui allaient entraîner tout ça. Ouais. Puis là, c'est comme, OK, il faut qu'on fasse une transition. Mais c'est pas une transition de passer des bras, de l'huile de bras à de la biomasse, à du pétrole, puis du pétrole à, mettons, du gaz, puis gaz naturel. Puis là, c'est que les énergies renouvelables, ça n'a pas les mêmes caractéristiques. C'est beaucoup moins élevé en termes de rendement puis de performance. Fait que ça en prend beaucoup plus pour avoir, le même impact que tu pourras aller chercher. Ouais. Fait que c'est pour ça que le calcul, c'est pas une affaire de c'est-tu bon, c'est pas bon, le pétrole ou c'est juste qu'ils ont pas les mêmes rendements. Fait que si on veut avoir le même output, si on veut qu'on a actuellement dans notre façon d'imaginer l'économie, ça marchera pas. Il va falloir qu'on consomme très différemment, qu'on soit beaucoup plus productif avec tout ce qu'on consomme, puis qu'on essaie d'optimiser les ressources plutôt que de juste avoir une approche où on peut les remplacer tout le temps en allant en exploiter des nouvelles. Fait que c'est un changement de mentalité incroyable qu'on n'a jamais eu à faire parce qu'on est dans une logique où c'est qu'il faut consommer moins pour créer plus de richesses, puis avec des énergies qui sont moins performantes. Donc, ça change beaucoup. Ouais. J'ai lu au cours des derniers jours, avant d'avoir l'occasion qu'on puisse échanger ensemble, un certain nombre de textes que tu as écrits et tu as parlé du modèle de l'économie circulaire en particulier. Tu en parles dans certains de tes écrits. Comment ça changerait la donne là, en matière pourquoi ça serait le type de modèle qui pourrait fonctionner avec les contraintes environnementales auxquelles on fait face? Parce que l'économie circulaire, ça a les caractéristiques de travailler avec justement la façon que nos énergies renouvelables fonctionnent. Fait que c'est comment est-ce qu'on va faire pour récupérer le plus des fois, on a des pertes. Je veux dire, quand tu produis quelque chose, tu as de la chaleur qui est perdue. Fait que comment est-ce qu'on minimise ça ou on les revalorise ou bien des fois, quand tu produis, tu peux avoir, je sais pas, par exemple, on produit l'éthanol, ça crée de la drèche, ça crée, il y a certains sous-produits que autrement on les jetterait, mais là, est-ce qu'on peut leur donner une nouvelle vie pour, fait que, dans le fond, c'est plus que du recyclage. C'est plus que du recyclage. C'est comment est-ce que tu fais pour minimiser, en fait, toute nouvelle forme d'extraction, puis voir s'il n'y a pas une possibilité de mieux circulariser les ressources dans ton économie. Puis si on ne fait pas ça, on ne pourra pas réussir la transition. Est-ce qu'on a des exemples d'industries ou des entreprises qui l'ont fait, là, qui sont des modèles en matière d'économie circulaire, qui pourraient en inspirer d'autres? Ben, le modèle, justement, je parlais de Greenfield Global parce qu'on a fait dans un rapport qu'on a récemment publié sur la productivité énergétique. Eux, c'est ça, c'est qu'il y avait des sous-produits qui auparavant n'étaient pas mis en valeur. Fait qu'eux, ils produisent de l'éthanol. Puis
avec les sous-produits dans leur production de l'éthanol, ça donne d'autres sous-produits. Ben là, ils ont trouvé des marchés pour ça ou trouvé des façons à ce que ça peut être utilisé soit dans d'autres secteurs, l'agroalimentaire ou pour la moulée pour les animaux, des trucs comme ça. Fait qu'ils ont comme pu revaloriser quelque chose qui est autre. Fait que là, ça crée une forme de richesse puis que c'est utilisé comme un intrant dans d'autres secteurs industriels ou ailleurs. Fait que tu n'as pas des pertes où tu fais juste les jeter. Ou bien aussi, tu peux, si on parle par exemple du gaz naturel renouvelable, ici, c'est pas un gaz naturel qui serait produit à partir d'hydrogène. Mais par exemple, dans les secteurs agricoles où tu vas avoir du lisier, ceux qui ont souvent des animaux et tout ça, ben, ils peuvent utiliser ça pour faire de la biométhanisation pour ensuite utiliser le gaz qui émane de ça. C'est comme ce gaz-là, il produit pas d'émissions de gaz. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est il produit en fait c'est du méthane quand il y a une décomposition naturelle de matière organique. Même dans les sites de dépotoir, c'est la même affaire. Mais si tu es capable de l'utiliser puis de le convertir en gaz naturel renouvelable, c'est-à-dire qui remplace du gaz naturel fossile, mais quand tu vas passer à la combustion pour l'utiliser, mettons, dans un procédé industriel ou bien pour chauffage, ben là, c'est comme ça va, en combustion, ça devient du CO2. Fait que ça, c'est déjà moins intense sur le comme potentiel de réchauffement. C'est comme 28 fois moins. Puis de toute façon, ces émissions-là auraient lieu. Donc, c'est une façon de le récupérer puis d'étirer finalement sa valorisation dans le système. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a un potentiel du côté de la captation du carbone? On en parle beaucoup, là. Ben, je vais dire très sincèrement non. Parce que moi, ça fait une des premières choses sur lesquelles j'ai travaillé en Alberta dans les années début 2000-2003, c'était le stockage et captage de CO2. Ça fait des années qu'on en parle. Je veux dire, déjà, à la fin des années 90, c'était mis de l'avant par l'industrie pétrolière puis la province de l'Alberta comme étant la solution. Ils ont même mis en place en Alberta une forme de mécanisme de tarification carbone qui est comme, c'est pas la même chose du tout que le Québec, mais bref, où ils ont créé un fonds de technologie que les industries ils mettaient comme, c'était 5 $ la tonne. Chaque tonne, ils mettaient ça là-dedans. Puis là, ça leur revenait à eux pour faire, entre autres, du captage. Mais depuis ce temps-là, il n'y a jamais eu de projet. Fait que pour moi, à un moment donné, c'est comme si j'étais une entreprise puis que un projet avait pas abouti après 20 ans, je dirais que peut-être qu'il faut passer à un autre projet. Tu sais, ça serait pas rentable. C'est des défis technologiques ou simplement l'économie de tout ça est pas encore au rendez-vous parce que le carbone coûte pas encore assez cher. On utilise déjà le captage de carbone pour faire ce qui s'appelle en anglais, c'est Oil Enhanced Recovery. Donc, tu prends du CO2, tu l'injectes dans des anciens réservoirs de pétrole pour pouvoir créer de la pression puis augmenter essentiellement la productivité de ton puits. Fait que là, ça permet d'extraire plus de pétrole, mais c'est un non-sens, là, parce que tu es en train de... Fait que là, c'est un peu ça que Stephen Guilbeault, si on veut rentrer dans le sujet, dénonçait en partie à travers cette démission. C'était que c'était pas... puis Madame Elizabeth May, ce qu'il lui avait donné comme promesse, c'était qu'elle n'allait pas avoir des subventions pour pouvoir justement faire ce genre de captage-là. Mais finalement, dans la dernière entente qui a été signée entre M. Carney et puis Mme Smith, a remis cette subvention qui est une perversion, à mon avis, là, de l'utilisation du captage. Parce que ce que tu veux, le vrai captage, là, c'est que tu le stockes dans des anciens réservoirs. Puis là, c'est ce qui coûte cher après ça, c'est de s'assurer que ça reste sous le sol pour ne plus jamais pouvoir ressortir. Puis après ça, la question, c'est comment est-ce que tu assures la permanence? Qui va payer? Est-ce qu'il y a des assurances? Comment est-ce qu'on fait le suivi à l'infini? Légalement, c'est tout un casse-tête. Puis aussi par rapport aux assurances. Fait que pour moi, c'est comme intéressant à petite échelle, mais ça ne pourra jamais avoir une viabilité à grande échelle. Pour le bénéfice des auditeurs, on enregistre l'épisode aujourd'hui le 2 décembre 2025 et c'est quelques jours à peine après la démission de Stephen Guilbeault, qui n'était plus le ministre de l'Environnement, mais qui a été un ministre de l'Environnement important du point de vue de la stratégie canadienne de lutte au changement climatique. Il était devenu ministre
de la culture et de l'identité canadienne, l'ancien ministère du patrimoine, et qui a remis sa démission tout en restant député de sa formation politique. Donc, simplement pour rappeler ça à nos auditeurs. Et là, on vient de parler de l'Alberta et d'une entente, effectivement, qui a été signée entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'Alberta. Venons-en au Québec, parce qu'il y a un discours au Québec qu'on entend souvent, qui est d'ailleurs répété par le gouvernement, qu'on est exemplaire en Amérique du Nord, parce qu'on a nos émissions par habitant sont plus faibles que d'autres juridictions, de beaucoup d'autres juridictions. En grande partie parce qu'on a de l'hydroélectricité, donc il y a une bonne partie de notre consommation d'électricité qui est liée aux renouvelables. Mais si on se projette en avant, puis si on regarde les efforts qui ont été faits au cours des dernières années, est-ce qu'on a fait tant de progrès que ça? On y a fait allusion tout à l'heure, là, un peu, c'est-à-dire oui, il y a eu du progrès au Québec par rapport à 1990, mais est-ce qu'on est si exemplaire que ça au Québec, selon toi? On est peut-être parmi ceux qui ont le moins d'émissions par habitant, mais en Amérique du Nord, puis même au Canada, on est ceux qui ont le plus de consommation énergétique par habitant. Donc, on peut pas se péter les bretelles parce qu'on a fait des choix dans les années 60 de développer notre hydroélectricité. Si on avait été une autre province avec d'autres ressources, ça aurait pu être le nucléaire. Je veux dire, tant mieux pour nous, mais on n'a pas fait ce choix-là dans les années 60 nécessairement pour être plus vert. On l'a fait parce qu'on avait la ressource, puis on le voyait comme étant essentiel pour pouvoir développer notre économie au Québec. Point. Après ça, si on veut vraiment se démarquer, c'est que toutes les autres régions rêvent d'avoir un profil énergétique comme le nôtre, c'est-à-dire que toute leur électricité déjà soit décarbonée. L'affaire, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, de plus que qu'est-ce que les gens espèrent pouvoir éventuellement arriver comme nous, comme référence, pour après ça décarboner le reste. Puis c'est là nous, c'est le transport essentiellement qu'on a le plus de difficultés, puis certains secteurs industriels. Puis c'est ça qui bouge pas beaucoup. Fait que, oui, quand on regarde les chiffres, puis je sais que M. François Legault a l'habitude de dire, les Québécois, en termes de GES par habitant, donc on n'a pas trop à s'inquiéter, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, on a encore plus une responsabilité de montrer aux autres comment est-ce qu'on peut bien faire les choses parce que on a ce luxe-là, si on veut, d'avoir déjà une électricité décarbonée. Puis si nous, on n'est pas capable de le faire, je vois vraiment pas comment d'autres vont pouvoir le faire. Alors, j'arrive à ce moment-là à comment on se projette vers l'avenir. Puis il y a un acteur clé au Québec qui s'appelle Hydro-Québec. Et Hydro-Québec a déposé et présenté un plan à l'horizon 2030, l'horizon 2050. Donc, selon les moments, on peut regarder différentes dates. Mais c'est un plan qui implique une augmentation quand même phénoménale de la production d'électricité au cours des prochaines années, s'il est réalisé tel qu'il est prévu. Et il est présenté comme il y a une partie pour la décarbonation, puis il y a une partie pour la croissance économique, des nouveaux investissements, de l'expansion. C'est quoi ton regard sur ce plan-là, toi? Ce qui va être important, c'est de pouvoir trouver un équilibre entre ces deux-là. Puis ça reste qu'à la fin de la journée, Hydro-Québec doit quand même cadrer à l'intérieur de l'orientation politique. Puis là, ce plan-là, ce qui était extraordinaire, c'est qu'il tentait pour une première fois de la part d'Hydro-Québec de vraiment mettre en valeur la réduction de la consommation énergétique comme étant une façon d'éviter de la nouvelle construction de barrages ou même si on va en avoir besoin, là, c'est clair, là, on n'a pas le choix. Mais c'est parce que ça coûte tellement plus cher, ça va coûter plus cher que les années 60. Donc, tout ces nouveaux kilowattheures qu'on va rajouter sur le réseau parce qu'on doit construire la nouvelle capacité, ça va mettre une pression énorme sur le prix, sur le coût de l'électricité ultimement, qu'on va devoir se partager le coût entre tout le monde. Donc, on pourra pas avoir nécessairement les coûts qui vont rester toujours égales. Fait qu'on est mieux d'être beaucoup plus efficace, plus économe avec notre énergie. Puis ce que espère Hydro-Québec, c'est de pouvoir aller chercher 21 TWh d'économie, ce qui est quand même beaucoup. Mais ça sera peut-être, à mon avis, pas suffisant. Là. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus loin, puis il a déjà montré qu'il fallait plus loin. Après ça, le problème, c'est que Hydro-Québec propose un plan, mais tu as le gouvernement, après ça, qui fait des sorties avec
plus récemment, là, M. Legault avec sa vision économique, où il veut développer des nouveaux secteurs. Il avait mis en place, auparavant, l'engouement était autour des projets de la filière des batteries. Oui. On avait Norvolt, Ford, tout ça, ça a tombé à l'eau après, évidemment, tout le changement du gouvernement américain avec Donald Trump. Et ensuite, on avait la filière hydrogène. Tout le monde pensait que c'était donc bien extraordinaire. Puis encore ça aussi, on se rend compte. Puis même M. Legault est sorti récemment en entrevue avec Hélène Barry en disant qu'effectivement, la filière, c'était pas rentable. Donc, tu sais, puis fait que pour moi, mais là, il tombe avec des centres de données. Puis, fait que là, les quatre priorités, c'est développer les centres de données avec l'engouement de l'IA, le militaire, puis après ça, la production de nouvelles énergies, puis les minéraux rares, l'exploitation de minéraux rares. Mais tout ça, il faut calculer qu'est-ce que ça va créer comme pression par rapport à nos industries existantes qu'on veut aussi soutenir dans leur décarbonation, l'allocation de ce qu'on appelle les fameux blocs d'électricité, parce que ça, c'est comme, je veux dire, c'est de l'art là au Québec. On peut pas juste donner ça comme des bonbons ou ce que Madame Sophie Brochu elle disait, le fameux dollarama. On peut pas devenir un dollarama qu'on donne de l'énergie, qu'on donne de l'énergie sans vraiment comprendre c'est quoi l'impact. Puis, je pense que pour ça, le gouvernement a besoin beaucoup plus de réfléchir de façon lucide par rapport à ses impacts économiques et qu'est-ce que ça va traduire comme pression sur Hydro-Québec pour répondre à cette demande-là. Je pense qu'on n'a pas encore les fait ça. fameux centres de données. Moi, je demande pas mieux qu'à comprendre, là. Mm-hmm. Mais tout ce que je lis depuis déjà un bon moment, puis il y a différents centres de données, on s'entend, là, ça ne sert pas tous à la même chose. Des centres de données qui sont liés à l'intelligence, à utiliser des tonnes et des tonnes et des tonnes de données. Ben ça pèse pas les données en tant que telles. C'est une façon de parler, mais c'est les processeurs qui vont traiter des quantités phénoménales de données et qui vont utiliser énormément d'électricité, qui vont créer énormément de chaleur dans les serveurs et donc ils vont nécessiter beaucoup d'eau pour être refroidis. Si c'est ça qu'on veut faire, j'ai comme l'impression, peut-être que je me trompe, c'est pour ça que je veux t'entendre, que on va consommer énormément d'électricité qu'on ne sera pas capable de donner à d'autres secteurs, que ce soit pour la décarbonation ou même de l'expansion dans le cas de certaines entreprises. Est-ce que ça tient, cette histoire-là? J'essaie de comprendre. Jusqu'à maintenant, avec les blocs qui ont déjà été attribués à travers le ministère de l'Économie, ça représente à peu près... Ben ça, c'est pas des chiffres officiels parce que, tu sais, il faut aller les piger un peu partout. Puis comme chercheuse, ben c'est ce qu'on fait. Fait que l'estimation que nous, on a, c'est à peu près à 1700, 1800 mégawatts de blocs, donc de puissance qui a été accordée là, à différents projets, certaines pour la production de biocarburants, quelques-uns encore comme Test Canada pour la production d'hydrogène. Le plus, en fait, pour les blocs qu'on a accordés, puis ça, pour moi, c'est une bonne chose, c'est qu'il y a 40% qui est pour des activités publiques, donc les hôpitaux, des trucs comme ça. Donc, moi, je trouve ça quand même positif, là. ça revient à nous. Mais après ça, donc, on parle de... Ça, c'est ce qui est un peu connu, là, même si c'est une estimation. Ce que Hydro-Québec a estimé avec la nouvelle annonce de M. Legault pour sa vision économique, particulièrement pour les centres de données de l'intelligence artificielle, c'était qu'à l'origine, c'était pour être en 2035 660 mégawatts qui estimaient à peu près pour les centres de données. Là, c'est passé à 1100 à peu près mégawatts d'estimation. Puis aujourd'hui, on a juste 150 mégawatts qui est accordé à des centres de données existants. Donc, c'est quand même beaucoup, là. Les centres de données, bon, moi, je vais essayer avec toi peut-être de décanter tout ça, de comprendre tout ça. Si on souhaite que nos données personnelles, notamment les données médicales, restent sur notre territoire et soient gérées par des joueurs qui ne répondent pas à un gouvernement étranger. En d'autres termes, pas donner ça entre les mains des grands joueurs américains, qui soient à l'extérieur du Québec ou du Canada ou qui soient même sur notre territoire, parce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on peut pas s'y fier tant que ça. Alors, ça, c'est une chose. J'ai comme l'impression, je me trompe peut-être, que ça consomme pas la même quantité d'électricité que des centres de données où on ferait du calcul. Non, c'est très différent. Les centres de données plus conventionnels, là, comme les Google du monde, etc., que ça, c'est vraiment
plus du stockage, tu sais, l'Internet de base là, qu'on a. Puis ça peut se gérer quand même plutôt bien. La différence avec l'IA, c'est parce que l'IA, c'est pas un stockage de données, c'est plus comme un gros ordinateur puissant. Dans les modèles conventionnels qu'on avait jusqu'à maintenant, ils pouvaient faire du refroidissement juste avec la ventilation de l'air. Tandis que là, avec ce qu'on appelle du compute power, là, parce que c'est ça, il faut tout le temps que ça soit en train de rouler, mais c'est là que tu as besoin d'avoir des systèmes de refroidissement à l'eau et tout. Fait que ça devient puis tout l'entraînement aussi, entre guillemets, là, qu'ils ont besoin de faire pour devenir de plus en plus intelligents. C'est pas l'intelligence artificielle, c'est pas que c'est mauvais en soi. Moi, je trouve qu'il y a de très bonnes utilités quand on pense au centre pour la médecine, quand on pense pour des avancées en recherche pour faire des analyses plus poussées, de la modélisation pour trouver des façons plus optimales. Il y a plein de mais ce qu'il faut, c'est avoir le courage politique de le cadrer pour que ça aille dans la direction qu'on a besoin pour la société, puis que ça ne devienne pas une espèce de développement sans frontières comme un Wild West qui risque de juste finalement être rapporté à une poignée de gens qui sont privilégiés puis qui ont plus d'argent plutôt que des retombées de tout le monde. Puis là vraiment, là, je suis un néophyte là-dedans. Là, mais supposons que je décidais, moi, de faire une demande à ChatGPT pour en nommer un qui est populaire. OK? Pour répondre à ma question, c'est dans quel centre de données que tout ça va être traité? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des centres de données au Québec, par exemple, et vendre de l'électricité et de l'eau je pense que ces centres-là pour développer ce type de choses-là? Ou alors, on a besoin de cadrer, comme tu disais. Oui. Il y a peut-être certains secteurs de la recherche pointue qui se fait au Québec, puis on voudrait qu'ils puissent avoir accès à des serveurs qui soient dédiés à leurs propres besoins. Oui, c'est ça, ce qu'on appelle un peu des circuits fermés. Fermés. Oui, je pense qu'on a besoin de ça, mais ça reste que quand même, de façon plus large, le gouvernement devrait trouver une façon déjà d'établir un cadre pour développer ça, pour que ça soit clair pour tout le monde, puis qu'on ne soit pas en train d'improviser au fur et à mesure qu'on avance. Ouais. Puis aussi de trouver une façon juste, par exemple, pour s'assurer que moi, la taxe numérique, je trouvais ça dommage que M. Carney décide de se retirer de ça parce que c'est rendu c'est rendu une industrie qui génère des milliards de dollars. Et à quelque part, il faut qu'il y ait des retombées aussi pour tout qu'est-ce que eux ils viennent chercher dans nos propres données à nous pour pouvoir après ça capitaliser dessus. Ben c'est normal qu'on peut leur prélever un petit peu plus d'impôts pour s'assurer que ça revienne à la société. Fait que ça, je trouve ça dommage. Il faudrait une façon pour assurer que c'est équitable, tant dans l'utilisation des ressources énergétiques que de façon de les cadrer pour s'assurer que le output soit dans le meilleur intérêt de la collectivité. Puis s'assurer aussi que est-ce qu'un développement à grande échelle de ce secteur-là, des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle, même cadrés pour des besoins spécifiques que nous aurions comme société, est-ce que c'est compatible avec la transition énergétique nécessaire? Ben pas dans la forme actuelle, non. Pas dans la forme actuelle. Non. Donc, ça va juste accentuer le problème si on va vers ça de façon massive. Oui. Puis malheureusement, le problème, c'est que ces entreprises-là, les Google, Microsoft, ils ont énormément de fonds puis de pouvoir pour pouvoir décider c'est quoi les règles qui vont leur être imposées, voire même justement mettre la pression, comme dans le cas qui s'est passé au Canada, sur Trump, pour que Trump nous menace, nous au Canada, d'avoir des tarifs si on allait mettre en place une taxe numérique. Donc, c'est ça, pour moi, c'est ça qui fait, ça tient plus la route si ces entreprises-là ils ont plus de pouvoir que le pouvoir démocratique qui est en place pour décider comment que c'est la meilleure façon de l'intégrer pour le bien de collectif. Est-ce qu'il y a une façon de développer ce secteur-là qui soit compatible avec la transition énergétique ou on retourne encore à... Oui, mais c'est comme pour n'importe quoi. Je veux dire, des industries de la scierie, de la minerie, ils ont des règles qui doivent, des cadres environnementaux dans lesquels ils doivent pouvoir se développer. Puis ça va être la même chose pour ça. Je vois pas pourquoi qu'on leur donnerait un laissez-passer par rapport à d'autres secteurs. Oui, en fait, le premier ministre Legault dit qu'il va faire payer l'électricité plus cher par ces joueurs-là, mais
Oui, mais quand tu penses à qu'est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher comme retour sur investissement, je pense que Et ensuite, ça dépend ce qu'on fait avec l'argent qui est recueilli aussi. Entre autres. Évidemment, il y a toujours une question, puis pour moi, elle est vraiment importante. Évidemment, pour qu'il y ait un jour un modèle économique qui soit compatible avec la transition énergétique, il va falloir qu'il y ait un cadre réglementaire, mais tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut que les signaux de prix rendent l'économie de tout ça compatible avec l'initiative privée. C'est-à-dire, ça coûte combien d'émettre du carbone? Quelle est l'économie qu'on peut réaliser avec un modèle d'économie circulaire par rapport à un modèle plus traditionnel? Donc, ça prend des signaux de prix, ça prend de la réglementation. Et visiblement, il y a des obstacles politiques à mettre ça en œuvre. Des fois, c'est l'idéologie. Des fois, si on va aux États-Unis, si on regarde ce qui s'est passé avec Trump, toute l'idéologie autour du mouvement MAGA, ils sont même pas certains que ça existe, le réchauffement climatique. Ou alors, si ça existe, so what, comme on dirait. Bon, c'est pas quelque chose d'important pour eux. Ils sont contre un prix sur le carbone. Ils sont contre beaucoup de gestes qui pourraient être posés. C'est souvent très, très, très idéologique. Mais même quand les gens sont convaincus qu'il faut faire quelque chose, ils veulent pas en payer nécessairement le prix. Et pour un gouvernement qui doit gagner des élections et pour être capable de mettre de l'avant des politiques publiques, même à long terme, il faut quand même gagner les élections qui viennent beaucoup plus rapidement que sur un cycle de 10, 20 ou 30 ans. Comment on réconcilie ces deux choses? Il semble, oui, les électeurs sont sensibles à l'environnement, mais lorsqu'ils ont le choix des plateformes électorales, ils ont tendance à ne pas privilégier les plateformes électorales qui leur demandent un effort. De prix, notamment. C'est-à-dire payer l'électricité pour ce qu'elle coûte. Les gens réclament une baisse du prix de l'essence plutôt qu'une augmentation du prix de l'essence, et ainsi de suite. Comment on navigue dans ces contraintes politiques-là? Ce que vous dites, c'est déjà encore dans le même modèle, la même structure, justement, qui fonctionne pas. Puis, d'une certaine manière, vous parlez de comment est-ce qu'on met un coût sur les comportements ou les carburants, ou en tout cas les émissions. Mais à la fin, on n'est pas capable de comprendre c'est quoi la valeur retournée de les services que nous rend l'environnement. Ça, c'est un peu le travail, entre autres, que fait le professeur Jérôme Duprat à l'Université du Québec en Outaouais. C'est de tenter par la biodiversité, de calculer tous les services que nous rend. C'est comme, le chiffre n'a même pas rapport parce que c'est tellement énorme puis qu'on s'en rend pas compte. Je veux dire, juste l'air qu'on respire, qui est filtré, qui est propre, plutôt qu'être pollué, c'est un service parce qu'on a des arbres, parce que puis on n'est pas, c'est ça le problème, c'est que les modèles économiques sont tellement une simplification de la réalité. Puis moi, comme chercheuse qui a travaillé avec des modèles, mais qui étaient ancrés sur des paramètres qui étaient physiques, ancrés dans le... Pour moi, un modèle économique, c'est vraiment juste comme idéologique à la fin de la journée. C'est comme on met des chiffres sur une façon de réfléchir, que ce soit néolibéral, social, communiste. Il y a toutes sortes de formes keynésiennes. Je veux dire, le modèle économique va prendre la forme finalement des contraintes que tu décides d'y mettre. Puis ça, c'est finalement souvent le résultat de une évolution historique, culturelle, dans le temps. Fait que c'est pour ça que pour moi, des modèles économiques, c'est intéressant parce que c'est une façon simple d'expliquer des choses, mais ça explique tellement peu qui est ancré dans le réel, que je me demande jusqu'à quel point qu'on peut leur faire confiance, étant donné qu'on est dans une crise qu'on n'est jamais capable de régler depuis les 30 dernières années. Donc, pour moi, la façon, c'est de tenter de dire, ben, OK, c'est un outil, les modèles économiques, mais il faut aller au-delà de ça. En fait, qu'est-ce qu'on valorise comme cette société? En fait, le point de départ, c'est d'avoir plus de qu'est-ce qu'on aime. C'est pas juste l'argent, tu peux pas manger de l'argent. C'est d'avoir du temps de qualité, c'est de pouvoir avoir, je sais pas, moi, quand je vais à la bibliothèque, je fais pas d'argent, mais j'ai le service que j'ai quand je vais lire un livre, puis après, je peux le ramener, puis il est utilisé par d'autres personnes, par exemple. Ça, c'est aussi en plus l'économie circulaire. Oui. Mais, comment est-ce qu'on valorise de pas avoir autant de déchets, parce que ce qu'on veut pas, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut pas de notre économie?
l'économie. Fait que là, c'est des coûts évités. Puis ça, c'est pas souvent calculé. On va juste calculer qu'est-ce que ça coûte comme dépense. Comme on va dire, la taxe carbone, ça me coûte 5-10 cents sur le litre. Ouais, mais qu'est-ce que, en payant, en fait, cette taxe-là qui est réutilisée dans l'adaptation, il y a une étude qui a été faite pour ça, puis c'était jusqu'à 15 $ pour chaque tonne, en fait, que tu allais chercher. Pour chaque dollar, investi, c'était jusqu'à 15 $ que tu allais comme rechercher pour la société comme coût évité. Fait qu'on n'a juste pas les bons outils pour vraiment analyser les problématiques auxquelles on fait référence. Puis je pense que la première place où il faut que ça change, c'est dans des endroits comme HEC Montréal, où ils sont en train de former les prochains décideurs, les prochains économistes qui vont être dans des positions de gestionnaires, de ministres. Puis c'est ces gens-là qu'il faut les sensibiliser à avoir une différente façon de réfléchir aux problèmes pour pas que ça soit juste linéaire, mais qu'ils regardent de façon plus systémique et à plus long terme, pas juste au quart, c'est quoi ton retour à chaque quart d'année. Puis c'est ça qu'on a comme, on n'a pas, même si je te disais, on pourrait prendre cet indicateur-là, on pourrait prendre. À la fin de la journée, c'est vraiment une approche idéologique qu'il faut changer, puis après se donner les bons indicateurs pour générer les résultats qu'on cherche puis qu'on valorise comme société. Puis pour l'instant, on est encore pris dans une prison d'un modèle idéologique qui traîne depuis les années 50 avec Friedman puis toute cette gang-là qui n'ont pas encore évolué pour refléter la réalité. Puis je pense qu'avec les nouvelles générations, même si ils valorisent aussi beaucoup l'IA, puis j'espère que ça ne devient pas juste une façon de s'abandonner, mais un outil pour aller plus loin. Je pense que les générations plus jeunes que nous, eux sont tannés parce qu'ils sont pas en train de goûter de tout ce luxe-là qui était supposé nous promettre l'économie des baby-boomers. Ils sont même pas capables de se payer une maison. Tout coûte tellement cher. Ils auront peut-être même pas de fonds de pension. Fait que je pense que s'il y a quelque chose qui va changer, ça va être eux qui vont repenser un modèle parce qu'ils vont vivre la crise qu'on leur a laissée depuis les dernières années. Je m'en voudrais de pas te poser une dernière question. Malgré les reculs, puis là, on a parlé beaucoup en début d'épisode des reculs de 2025, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été accomplies aussi dans les années précédentes. Donc, tu nous as dit aussi que pour l'instant, et jusqu'à nouvel ordre, la trajectoire du réchauffement climatique n'est pas celle qu'on aurait souhaité suite à l'accord de Paris. Mais tu dis la jeune génération, la nouvelle génération, elle, va pouvoir peut-être faire une différence. Alors, est-ce que tu nous laisses sur une note optimiste ou si tu es très craintive? Appelons ça l'énergie du désespoir. Je pense que confronté, en fait, à une crise, on n'aura pas le choix d'innover. Fait que, en anglais, ils disent crisis is the mother of invention. Ouais. Peut-être que je suis en train de le paraphraser, là. Mais necessity is the mother of invention. Oui, c'est ça. La mère de l'invention. Donc, je pense que c'est ça. Malheureusement, c'est que ces générations-là vont, les plus jeunes, les millennials, les Gen Z, les nouvelles, ils vont tellement juste être, devoir avoir des miettes qui n'auront pas le choix d'un moment donné, de trouver une nouvelle façon de réfléchir aux problèmes. Puis je pense que ça s'en vient. Je suis pas en train de prendre parti, par exemple, pour le nouveau maire de New York, mais à la fin de la journée, c'était un peu ça. Il dit, regarde, on n'est même pas capable de se payer un loyer. On a de la difficulté à pouvoir prendre le transport en commun. On a comme, toutes sortes fait que, c'était quatre enjeux de base. Il y avait même pas de l'environnement là-dedans. C'était juste, on peut-tu exister? Donc, moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose là-dedans, mais aussi, l'environnement, ça va faire partie, mais pas parce que c'est un enjeu séparé, parce que ça fait partie, en fait, d'une nécessité pour pouvoir survivre puis exister. Joanne, c'est tout le temps qu'on a pour l'épisode. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce 14e épisode du balado éclairage de HEC Montréal. Merci à toi. Merci.